Et on rentre en fait dans une décision progressive, mais on se pose, quand même les bonnes questions au début de se dire, «Est-ce que ça vaut le coup de mettre son énergie là?» Et est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher les moyens, qui vont en cohérence avec ce qu'on veut aboutir? J'ai pas souvent les réponses, j'ai des retours d'expérience à partager qui sont, allez, à 10-15 les miens, mais qui deviennent obsolètes au fur et à mesure qu'on avance. Mais on se base énormément sur les retours d'expérience des gens que l'on côtoie, que l'on connaît, les autres entrepreneurs sur notre plateau. Super dispositif mis à disposition, à l'époque, mais on se dit: «Non, en fait, on voit pas le truc», et on arrête. On parle souvent du succès, mais on parle très rarement du travail qu'il y a avant. On parle effectivement très peu des choix qui forgent, des doutes qui freinent, des erreurs qui apprennent et des déclics qui changent tout. Eh bien ça va changer. Bienvenue dans Pourquoi. C'est François, et avec ce podcast, je veux explorer les trajectoires de celles et de ceux qui font, qui dirigent, qui inventent et qui construisent. Ensemble, toi, moi, on va chercher à comprendre comment ils en sont arrivés là et pourquoi. Comment ils travaillent, pourquoi ils prennent une décision, comment ils s'organisent, doutent, avancent. Inspirer, questionner, comprendre, ça c'est pourquoi. Et à l'issue de cet épisode, peut-être tu trouveras toi-même ton propre pourquoi. Allez, c'est parti. Eh ben, on est parti. On est parti. Allez. Eh ben Hélène, bienvenue sur le podcast Pourquoi. Merci, Et merci de m'accueillir dans tes locaux. merci. C'est très... J'étais jamais venu... alors pour préciser, pour donner un peu de contexte, on est, pour ceux qui connaissent, Gare Sud. Et c'est très marrant parce que j'ai fait un podcast, là je crois qu'on voit la dalle de la Gare Sud, un podcast sur les bancs juste en face, un peu le micro comme ça à la main, avec la bicyclette justement, qui est... Excellent. Voilà, Tu es au voisin d'en face. exactement. Donc quand tu m'as donné la bicyclette comme point de repère pour venir ici, tout T'étais de suite, déjà calé sur la géographie du lieu. c'est ça. Donc plus qu'à repérer la porte et puis voilà. Parfait. Petite question, très simple, très habituelle je pense pour les podcasts. Qui es-tu, Hélène? Eh bien, écoute, moi, je suis maman de 3 enfants. J'ai un parcours communication d'abord, sortie d'école de commerce, et je me définis comme curieuse, entrepreneur, créative et très engagée dans tous les projets qui ont constitué mon parcours professionnel. Mmh. Et comment tu te définirais d'un point de vue professionnel? Écoute, je suis un catalyseur dans notre écosystème aujourd'hui de l'innovation en Bretagne et Pays de la Loire, catalyseur au service des entrepreneurs qui osent réinventer leur secteur, des entrepreneurs qui viennent à nous dans l'accélérateur Novapulse pour être accompagnés et développer leurs projets innovants On va revenir sur tous ces avec tous plaisir. tous ces éléments parce que c'est très intéressant. Mais avant de revenir peut-être un peu sur ton parcours pour comprendre d'où tu viens, Oui. quelle est ta dernière décision impactante? Ma dernière décision impactante, je pense c'est le fait de participer à la Convention des entreprises pour le climat Mmh. au titre de Novapulse, avec cette idée de redéfinir notre cap à 10 ans pour être encore plus utile aux entrepreneurs de nos territoires en tenant compte encore plus fort des enjeux climatiques et sociétaux qu'ils impliquent. Convention des entreprises pour le climat, qui est un parcours sur 1 an,
qui vise à définir une feuille de route pour notre organisation et un cap à 10 ans. Donc un gros engagement, En un temps, temps, ouais. de l'équipe Novapulse, on est 2 et on a été 2 participants engagés 2 jours par mois pour cette convention, mais avec un vrai effet transformant dans cette décision que nous avons prise de participer à la convention. Et qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision? Écoute, une envie de projeter un nouveau modèle pour l'accélérateur Novapulse pour nos territoires et vis-à-vis des enjeux que l'on connaît aujourd'hui. Un besoin souvent et permanent chez moi de me renouveler dans ma vision, dans mes pratiques. Et puis une obligation aussi, quelque part, de nous transformer dans notre rôle d'accélérateur, parce qu'on a de plus en plus d'entreprises à impact qu'on veut encore mieux accompagner sur leurs enjeux. OK. Et comment dire ça? Heu, Comment ça s'est concrétisé un peu? Parce que entre te dire: «OK, c'est un intérêt» et comment se trouver ce et le passage à l'acte, est-ce que tu peux un peu nous embarquer dans le Le passage à l'acte d'une décision d'accorder ce temps-là à une nouvelle feuille de route, c'est des discussions avec les gens qui ont suivi le parcours. Avant ça, donc une prise d'information, des discussions avec les responsables du programme CEC Ouest, parce que c'est une convention qui regroupe que des entreprises du Grand Ouest. Et le bon dosage de est-ce que ça rentre dans notre organisation, dans nos engagements en temps, dans nos programmes aussi personnels, parce que Jean comme moi, donc Jean, mon collègue chez Novapulse, et moi, on a des familles assez grandes et demandeuses de temps. Donc, trouver le bon équilibre organisationnel aussi. Donc, toujours ce sujet de est-ce qu'il y a un intérêt stratégique et est-ce que mettre ce temps-là, ces ressources-là, en balance avec ce qui est de nos obligations du quotidien, vaut vraiment la peine d'y aller. Et le programme se termine et la décision était oui. Ah, c'est classique même. Bonne décision et très bon choix parce que parcours transformant réellement en profondeur. OK. Hem, Justement, tu disais que tu avais besoin de changement, je n'ai plus le terme que tu as utilisé, De excuse-moi. renouveau, De pardon. renouveau, Ouais. merci. Est-ce que c'est ce qui t'a motivé un peu dans toute ta carrière? Parce que, aujourd'hui, tu es sur, je vais dire plus largement et tu me corriges bien sûr, si je me trompe, de l'accompagnement d'entrepreneurs. Mmh. Mais tu as pas commencé, tu l'as évoqué très rapidement, tu as pas commencé dans ce secteur-là, tu as commencé plutôt dans la communication. Oui. Heu, qu'est-ce qui t'a amené à passer d'expérience en expérience, pour arriver où tu en es aujourd'hui? Plusieurs choses, pas mal d'opportunités chouettes Mmh. que j'ai eu envie de saisir au fur et à mesure. Mmh, des gens, voilà, avec qui j'avais vraiment envie de travailler et c'est un vrai driver pour moi, les équipes, et les gens côté interne, mais aussi côté client, que j'ai été amenée à accompagner, c'est hyper important. Et puis, l'envie de mettre à disposition mes compétences, ma créativité, mon envie de faire avancer des projets. C'est un peu ça qui a été le fruit de mes différentes expériences, et qui continue à me guider dans ma vie professionnelle. Je suis passée d'un stage de fin d'études en école de commerce à l'ESCA, qui était au Crédit Lyonnais à l'époque, qui s'appelait pas encore LCL. On est en 2004. OK. Je termine donc sur 6 mois à Paris, au siège du Crédit Lyonnais, sur des projets de marketing direct et communication commerciale. À la moitié de mon stage, une des agences avec lesquelles je bosse me propose d'intégrer une équipe
et un duo consultant-chef de projet. Je deviens chef de projet à l'été 2004 et j'y reste jusqu'à 2010 avec une variété de projets qui vont de la continuité de ma communication commerciale avec le Crédit Lyonnais puis LCL dans sa transformation de marque. Des magazines, à l'époque on était encore sur du papier, magazines internes, des rapports d'activité et puis petit à petit des projets de plus en plus numériques. On est passé aux newsletters, aux sites internet, aux intranets, avec un fil rouge qui était de la communication éditoriale. Donc en tant que chef de projet, puis consultante, puis directrice conseil, j'ai gravi un petit peu les échelons. On a beaucoup travaillé sur l'univers bancaire, pas mal d'industrie aéronautique aussi, sur ces projets de transformation du papier au web. Et puis à la fin, avant de quitter, j'ai créé le département vidéo de l'agence dans laquelle j'étais, qui s'appelait à l'époque Publicorp. Donc né de la communication RH, puis de la communication d'entreprise à forte tonalité éditoriale. Donc j'ai appris à gérer ces projets print, puis web, à être journaliste d'entreprise moi-même, puis rédactrice en chef, puis directrice conseil avec une équipe derrière. Et puis monter après des projets de web TV et une équipe de cadreurs-monteurs pour l'agence au service des clients sous ses multiples facettes et secteurs d'activité. Et ça a été quoi ta plus grande évolution ou apprentissage entre chef de projet et directrice conseil? La posture commerciale, parce que chef de projet, tu arrives en bout de chaîne et tu gères plutôt ce que j'appelle aujourd'hui une fonction de CSM, donc Customer Success. Comment tu fais en sorte que, en tant que chef de projet, ce que tu réalises pour tes clients soit d'une grande qualité éditoriale et d'un rendu tel qu'attendu et vendu. Et plus tu montes, plus tu interviens en amont dans la proposition et la recommandation initiale pour répondre à l'enjeu marketing ou communication de ton client. Donc une orientation externe dans la stratégie vraiment du client. Donc réponse à ces enjeux, à ces problématiques avec les bons outils et les bons dispositifs. Et tu es moins opérationnel forcément, puisque en tête de pont de cette relation, mais avec une équipe qui réalise derrière pour toi, qui fait l'interface avec les ressources de direction artistique et graphique en interne. Donc c'est ça le vrai gap, une posture commerciale, une posture de manager qui implique d'autres façons de faire et d'être forcément en tant que directrice conseil. Mais le fait d'avoir passé ces échelons du bas de l'échelle jusqu'à au-dessus de moi, il n'y avait que les directeurs d'agence. C'est une vraie force parce que tu considères différemment ceux qui sont dans ton équipe et qui font avec toi au service de tes clients en ayant vécu leur douleur aussi et leur réussite et en étant passé comme eux sur ces étapes-là. Et comment on passe de directrice conseil à fonder une entreprise? Parce que je crois que l'étape d'après a été le lancement d'une entreprise. Alors, il y a eu un intermédiaire, j'ai changé d'agence. Je suis passée chez Un Coin de Paradis en 2010 et j'ai vécu la création un peu en conduite accompagnée avec mes patrons d'Un Coin de Paradis. Quand j'ai dit je vais déménager à Nantes parce que notre projet familial n'est plus à Paris, ils m'ont dit très bien, dans ces cas-là, si tu veux, tu crées la filiale Grand Ouest. D'accord. Et tu vas gérer la filiale et développer commercialement sur le Grand Ouest, tout en gardant un pied à Paris et un ou deux clients avec lesquels on avait une vraie relation forte et que je voulais faire perdurer. Mais donc, c'était un peu ma première création, 2012. Et c'était un vrai pied à l'étrier, mais une vraie prise de conscience aussi que à un moment ou un autre, je serais venue à la création.
Je suis, fille d'agriculteur et d'avocate, donc avec déjà une vraie affinité, à l'entrepreneuriat, à l'autonomie, et une vraie compréhension aussi des risques que ça entraîne, mais une envie d'aller vers là et une opportunité vraiment, donnée par, mes patrons qui sont devenus mes associés à l'époque en 2012. Et puis quand cette aventure-là s'est terminée, parce que malheureusement, mes associés, anciens patrons se sont, fâchés, pour éviter de, subir un petit peu les pots cassés de ce divorce, entre associés. Je me suis dit: «OK, est-ce que c'est pas le moment aussi, d'aller au bout d'une idée qui me tenait à cœur, en tant que maman?» qui était de, donner aux familles, beaucoup plus de, ressources, dans leurs visites touristiques, de musées, monuments, entreprises ouvertes à la visite aussi. Et j'ai créé en 2014 une entreprise qui s'appelait My Happy Tour, qui avait pour vocation de créer des parcours touristiques, au format application, dans lesquels, les enfants devenaient guides de toute la famille. Et ça, c'était donc 2014 jusqu'à 2020 avec, 34 parcours, surtout sur, la région parisienne, le Grand Ouest, les châteaux de la Loire et des applications de découverte de l'aquarium de Vannes, du château de Blois, un parcours à Paris qui s'appelait, Lutèce à roulettes, donc retour au temps des Gaulois et des Romains, dans Paris, à faire, en trottinette ou en roller, donc à hauteur d'enfant pour qu'ils s'emparent un petit peu de la richesse culturelle, de nos patrimoines, français. Un peu la même question que, pour ton passage à directrice conseil, mais ce que je cherche, c'est de comprendre un peu les apprentissages et les évolutions que tu as pu connaître, encore une fois, parce que c'est très, illustrateur dans le sens où, tu as commencé chef de projet, Mmh. ensuite tu es montée en directrice conseil, puis bon, tu as changé d'entreprise, mais tu es allée fonder une agence, tu es passée, cofondatrice, puis après tu t'es lancée dans ta propre entreprise. Toi, comment tu as vécu c'est un peu cette évolution, notamment d'un point de vue, heu, prise de décision, gestion de l'entreprise? Comment ça a pu, peut-être modifier ou pas ton approche un peu du monde de l'entreprise et de comment tu as peu agir dans le monde de l'entreprise? Ça s'est fait un peu tout seul, assez naturellement, parce que, hem, j'avais envie de ça pour ma famille. J'avais, envie d'une solution utile et d'abord à nous, à nos amis, et c'est d'ailleurs un projet que j'ai cofondé avec des copains parents, avec des compétences complémentaires aux miennes, associées aussi avec mon mari, avec une vision non opérationnelle, mais stratégique et commerciale, de par son bagage à lui. Mais c'est un projet qui est venu, en projet un peu passion. Donc si tu veux, c'est pas une décision ferme de se dire: «Tiens, je vais être entrepreneur». Mmh. C'est, j'ai envie de faire ça et de faire bouger les lignes, de la médiation culturelle, à destination d'un public qui est pas assez bien travaillé, avec un support qui est numérique, que je commence à bien connaître, avec une compétence éditoriale adaptée aux enfants de 6 à 12 ans, mais une compétence que j'ai déjà, des contenus écrits, des contenus vidéo, des contenus aussi très, motion design à l'époque, et pour le coup, la décision, elle était pas, à ce point-là, tu sais, le déclic radical de se dire, «Tiens, je vais faire ça». C'est un projet que j'ai pas mis très longtemps à mûrir, d'une visite au château de Chambord, où j'ai perdu mes enfants, et j'ai été plus passionnée qu'eux, «Tiens, bah, on met ça sur un PowerPoint, on fait notre premier deck pour My Happy Tour et tiens, il y a un appel à projet,
d'un incubateur, de projets culturels innovants, j'y réponds, je tente le coup. Ah bah tiens, je suis prise. Bon ben, Ah, heu tu fais quoi là? a priori, il y a une adhésion, des gens qui accompagnent les entrepreneurs. Qu'est-ce que ça implique, au niveau, familial, au niveau professionnel? Ben, j'ai moins de vision sur, mon projet agence, en association avec ces partenaires-là qui me font défaut. Donc bah, c'est peut-être le bon moment de tenter le truc. Bah, je crée la boîte, je fais ce programme d'accompagnement de 6 mois et à la sortie, j'ai mes premiers clients, donc je déroule, en fait. Mmh. Mais ce qui est très intéressant et tu l'exprimes parfaitement, c'est que souvent quand on parle un peu d'entrepreneuriat, et c'est pour ça que j'aime bien mettre l'accent sur ça aussi, et tu fais bien de le dire, c'est que souvent on croit que l'idée vient comme ça. On se dit: «Ah j'ai une idée, paf, je me lance». Mmh. Alors que, ce que tu viens de nous dire en quelques minutes, même si tu as précisé que c'était pas, ça a pas duré très longtemps, ça s'est sûrement pas fait en une semaine, Non. ça se fait sûrement en quelques mois Mmh. et donc c'est tout un process alors qui est effectivement pas une décision comme tu disais instantanée, mais un travail de fond qui se fait et d'opportunité. Et donc c'est très intéressant de voir que cette prise de décision, en fait, se fait au fur et à mesure. Et en fait, pour moi, il y a le déclic Mmh. de: «Tiens, OK, j'ai envie d'y aller, j'y vais». C'est un peu ton pari personnel, Mmh. plus que la décision. J'ai envie de mettre mon énergie là-dessus et après la décision, elle se confirme avec les pairs que tu arrives à engager, tes associés, puis après ton premier écosystème, évidemment de bêta-testeurs, famille, les copains en premier lieu, qui te disent: «OK, ben, moi j'y crois et s'il y avait une solution comme ça, ce serait canon», donc tu confirmes avec tes pairs, de proximité et puis après, dans cette logique d'être accompagné, on est challengé, évidemment sur une vision, le bon produit pour, la bonne cible, le bon marché vraiment Mmh. et la graduation, elle se fait quand tu te dis: «OK, il y a certes une idée, une ébauche de solution. Comment on met les moyens financiers et humains, en face, et quelle ambition on positionne? Quelle vision pour ce projet? Est-ce que c'est vraiment un vrai projet?» Et donc là, la décision, elle est de dire: «OK, ben, j'ai ce projet d'entreprise, j'ai ce business plan, j'ai une accroche avec le marché, j'ai des premiers signaux, de clients», à l'époque, l'aquarium de Vannes, qui en termes de médiation touristique était, au stade, de la préhistoire, avec quelques, super scientifiques passionnés qui pouvaient guider, mais quand ils étaient pas là, il se passait rien et avec des enfants qui, au bout de 10 minutes, avaient pas du tout rentabilisé le prix du ticket et on rentre, en fait, dans une décision progressive, mais on se pose, quand même les bonnes questions au début de se dire: «Est-ce que ça vaut le coup de mettre son énergie là?» Et est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher les moyens qui vont en cohérence avec ce qu'on veut aboutir? Donc on fait ce plan complet, de, la solution, le marché, les moyens financiers et humains qui sont nécessaires. OK, ben, on continue à dérouler, mais c'est du pas à pas. Mmh. Donc c'est une décision et une conviction progressive. Et comment tu fais ce plan? Eh bien, tu fais ce plan en allant, sonder ton marché, tu fais ce plan en positionnant un vrai plan stratégique et financier pour ton projet, et tu vas chercher, ben, les partenaires financiers, les partenaires commerciaux. Moi, j'étais enceinte à l'époque donc ma mes premiers salariés aussi, qui assez rapidement ont été vendre à ma place parce que je pouvais pas tout faire à la fois et de manière raisonnable, j'avais besoin de m'entourer. Mais ce plan, tu le fais, bah, comme tout entrepreneur, au regard des attentes de tes premiers partenaires qui sont souvent, les banques, les incubateurs, les tous les dispositifs d'aide à la création, qui ont besoin de voir où tu vas, sous tous les aspects, de ton projet. Donc, tu positionnes un plan
que tu révises X mille fois, Sûr. évidemment, mais toujours avec cette vision qu'il faut que tu tiennes, parce que c'est ça qui te drive, l'envie et l'énergie de départ, elle est guidée et le plan peut évoluer, mais la vision reste entière. Et alors il y a des choses que je trouve très intéressantes, c'est la différence entre la vision et le plan justement que Mm. tu mentionnes. Ils sont bien 2 choses différentes et tu l'expliques très, très bien et il y a aussi, quand en fait, le fait de tout projet, c'est en fait ce que moi je vais tradu tr synthéti si je synthétise ton propos, c'est de sortir et d'aller parler à des gens. Mm. Alors des gens, du réseau comme tu dis, des banques, des réseaux qui peuvent t'aider à t'accompagner ou même des potentiels clients et en fait, c'est là où, justement tu revois ton plan, mais en gardant ta vision. Si Clairement. voilà, si je Tu revois ton plan, tu revois même ta conception de ta solution, de ton produit, et c'est indispensable. Jamais tu mets en marché le produit que tu as imaginé au jour 1 de ton projet. ou alors Heu, c'est brillant, hein. Ça, moi j'ai jamais vu ça arriver, mais et ouais, c'est brillant certes, ou alors tu as une vraie connaissance déjà de ton marché pour y avoir, gravité et grenouillé, on jamais et tu arrives avec la solution qui est pile poil, mais à vrai dire, pour l'instant, j'ai jamais vu ça non plus. il y a sûrement des contre-exemples, mais Et moi, ça me plaît d'être à l'écoute dans une logique de, faire évoluer au regard de qui demain va s'emparer de ton produit, côté utilisateur, côté client, en l'occurrence là, musée, monument et équipe de médiation en interne. Et puis plus largement, comment les gens s'emparent de cette vision-là avec toi et comment ils la font grandir, en adoptant autour de ta solution initiale, et en co-construisant avec toi, tout ce qui va aller avec et qui fait que, tes partenariats qui partent d'une discussion initiale de, «Tiens, ouais, c'est chouette, effectivement, ce serait intéressant d'avoir ça et de le proposer en dehors de nos médiations guidées famille». Eh bien, comment on peut, avoir l'appli, mais demain, avoir ce dispositif-là aussi pour les scolaires? Parce qu'il y a de plus en plus de demandes de la part des scolaires, et comment on peut extrapoler, sur d'autres cibles? Comment on peut aussi s'emparer des tendances? À l'époque, l'escape game, oui. faisait un tabac, c'était pas encore très adapté, à l'univers, culturel, parce que ça demandait pas mal, de sujets de sécurité et cetera, et puis de storytelling de l'escape game dans le lieu. Enfin, c'est tout ça, en fait, qu'on a co-construit jusqu'à arriver à des visites d'entreprises de Calvados qui étaient pas du tout adaptées aux familles, mais qui justement, quand tu vas visiter une distillerie, tu vas pas avec tes gamins parce que, ça les intéresse pas. Donc comment on raconte l'histoire de ce lieu, qui, parfois était avant autre chose que la distillerie, et comment on amène aussi les enfants à être intéressés et à déguster du jus de pomme à l'arrivée plutôt Oui. que la dose. Et on a fait ça aussi avec les moines chartreux, et les équipes, Ouais. des caves de la Chartreuse. Tu vois? À arriver à aller sur des terrains où on n'avait même pas imaginé, à aller accompagner aussi des visites scolaires, et à aller même, imaginer un escape game en agence bancaire. Ah oui. Qui est pas une entreprise qui se visite, mais qui Oui. a un vrai intérêt à, accueillir correctement les enfants des clients, heu, à fidéliser les enfants des clients, et tu vois, rentrer dans des enjeux commerciaux de leur côté, avec une proposition de valeur qui est toujours la même, du jeu pédagogique pour amener les enfants à s'intéresser, à ce qui les entoure, et à, comment demain, je serai un adulte responsable avec mon argent. Oui, des gros enjeux, enfin, c'est toujours ça qui est très intéressant quand on sort un peu du domaine de l'agriculture, c'est que souvent il y a un enjeu commercial, mais ça reste, c'est comment on amène ça de manière, non commerciale, en fait. Exactement, et en fait, tu construis à travers cette approche, ludopédagogique, une un vrai outil de relation, heu et au départ, tu as un outil de relation à l'art,
un outil de relation au patrimoine, un outil de relation au patrimoine industriel. Quand tu vas visiter, la Micaline, les caves de la Chartreuse, tu mêles pas mal de choses. Une découverte qui est, de l'ordre des métiers après, et puis après tu vas découvrir le métier du banquier, et puis tu te retrouves, à travailler même, tu vois, on a bossé avec IKEA, sur le parcours client adapté aux enfants parce que, les familles se retrouvaient à lâcher leur panier, à mi-parcours parce que, Les les gamins avaient juste envie de rentrer chez eux. Et là, on a utilisé exactement les mêmes leviers, dans une appli pour IKEA, mais plutôt que de, bêtement se dire: «Tiens, je suis les parents et je saute sur le lit ou sur le canapé, dans l'espace d'expo», là, tiens, je vais apprendre des trucs sur, comment préserver, l'eau, l'électricité, dans le parcours commercial, le parcours d'achat, chez IKEA. On s'est bien amusé. Je veux bien croire, ouais. Il doit y avoir pas mal de sujets à aborder et à faire donc Ils ont jamais acheté notre idée de cache-cache dans le magasin, mais franchement, dommage, dommage, ouais. dommage. Pourtant j'ai vu, il y a eu un moment, je sais pas si tu es très moi je suis très consommateur de YouTube et à un moment il y a des youtubeurs qui proposaient beaucoup ce concept-là. Alors, Ouais. bon, bien sûr encadré et je me dis: «Ah, Mais des ça donne étalons». une autre relation à la marque. Il faut juste pas confondre, magasin et terrain de jeu, et c'était là où, Ça c en termes de sécurité, quand tu mets des gamins, notre cible de prédilection, c'était les 6-12 ans. Tu peux d'une part pas les laisser graviter tout seuls, Mmh. et puis voilà, il y a un engagement, et une responsabilité du magasin qui est importante. OK, ouais et l'idée, enfin l'idée, le concept, est je trouve moi génial. Pourtant il y a eu une fin. Il y a eu une fin. Il y a eu une fin pourquoi? Alors pour plusieurs raisons, d'abord sur le marché du musée monument, on travaillait beaucoup avec des collectivités, dans le tourisme, donc avec des moyens mesurés pour nos dispositifs. On n'a jamais fait un soleil, commercial, avec nos dispositifs. On vendait nos applis entre 5 et 20 000 €, avec un gros coût de développement à l'époque. Parce qu'on a fait un choix qu'on ferait plus aujourd'hui de, bosser avec une SS2I, et avec un fort engagement financier. Aujourd'hui, tu as des, solutions, de no code, et maintenant même tu peux arriver à coder pas mal de trucs tout seul, pour faire une preuve de concept et puis des premières applis qui sont fonctionnelles, tout seul. Là direct, on s'est adossé à un gros qui bossait avec des gros clients, donc qui nous a coûté très cher, donc atteindre la rentabilité, ça nous a pris 3 ans et demi OK. avec notre cible, d'acteurs du tourisme. Donc après, tu vois, on est allé chercher, les acteurs bancaires, IKEA, et les entreprises ouvertes à la visite. Ça nous a, permis de rentrer dans des budgets marketing et plus, des budgets, médiation, et direction des publics, très limités, dans la culture. Il n'empêche qu'à la fin et arrivé à l'heure du covid, on avait quand même 70 d'acteurs, tourisme et de budget marketing qui, à l'aune, à l'époque, tu te rappelles, des priorités, de comment on survit à ça. Rapidement, on s'est retrouvés, Bah, avec des interlocuteurs qui, soit étaient, heu, pas connectés, parce que pas équipés, pour le télétravail, et puis des acteurs qui, savaient pas où aller avec nous parce que aucune visibilité. Donc là, décision de dire: «OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend un PGE, pour tenir le coup?» On avait tout remboursé nos prêts. Est-ce qu'on reprend cette perfusion? qui Ou est-ce qu'on se dit, dans 2 ans, peut-être qu'on aura un peu survécu, mais peut-être pas. À quel moment ça reprend, de manière plus, normale, si demain il y a une normalité? On a fait le point avec nos actionnaires et puis on a choisi d'arrêter, en fait. OK, c'est intéressant de se rendre compte parce qu'effectivement j'avais pas associé ça à la période, effectivement du covid, la fin d'entreprise donc
ça explique aussi beaucoup de choses et de décider c'est aussi ça que j'aime bien dans les échanges que je fais et dans ces cas-là, c'est que tu illustres le fait que les décisions de fermer des boîtes, c'est pas là, c'était dans une période Covid, mais c'est pas toujours dû à une faillite ou une chose comme ça. Là, la perspective n'était peut-être pas la meilleure, mais La perspective était pas la meilleure. On avait une équipe qui était dimensionnée par rapport aux revenus, que l'on avait. On était en gestion raisonnable. On n'a jamais été, start-up à faire, tu vois, un soleil. On n'avait pas choisi le bon marché pour ça. Ouais. Mais avec les revenus complémentaires qui étaient promis par notre contrat avec IKEA, bon, qui quand même avant le Covid, était pas aussi ambitieux que ce qu'on avait imaginé parce que, d'un projet qu'on avait, commencé à travailler avec une entité France. On remontait au groupe et on était challengés avec des grosses agences, expérientielles, agences de design londoniennes. Franchement, on était, même pas challenger dans le truc et donc on avait déjà des doutes sur, tu vois, Les ce perspectives. nouveau marché et les perspectives, côté IKEA, où là, en fait, on était vraiment agence, d'expérience pour les familles. Hem, donc il y avait ces doutes-là et puis arrive le Covid et nos 70 de clients culture, et tourisme, où on voit pas où on va. On se dit: «Bon, hem, on choisit de pas prendre ce prêt, super dispositif mis à disposition, à l'époque, mais on se dit: «Non, en fait, on voit pas le truc, et on arrête». Puis il faut se replacer dans le contexte, c'est que, à l'époque, on ne savait pas le temps que ça allait durer. Clairement. Voilà, donc on se doute que bon, je me replace, pour avoir eu un peu ces questions. Moi, à l'époque, alors j'étais pas dirigeant, mais je faisais partie d'une équipe de direction où, on avait une agence de enfin, j'avais pas je travaillais dans une agence qui faisait du site web Mmh. et la question a été de savoir, alors pas vraiment est-ce qu'on y va parce qu'on y allait, mais effectivement de se mettre sous perfusion d'un PGE, pour une période qu'on ne sait pas. On ne sait pas si l'aide va durer longtemps, Mmh. sous quelles conditions, puis après faut avouer, il faut rembourser. Effectivement, Ouais, clairement. c'est faut se replacer un peu dans le contexte aussi pour comprendre ta décision, enfin votre décision. Quand tu es dans une situation de crise, tu fais assez vite le tour de te dire, «Tiens, mais est-ce que je suis encore indispensable, à mes clients, et mes prospects?» On l'était déjà pas. Tu sais, c'est le jeu du, must have ou nice to have dans une solution. On était déjà dans le nice to have. Donc, si en plus, le nice to have, tu l'oublies parce qu'on se reconcentre sur, vraiment le petit bout de, qu'est-ce qui est, indispensable à la survie de l'organisation qui est en face de toi. Bah, en fait, OK, tu fais vite le tri et tu te dis: «Non, moi, j'étais pas déjà dans le scope des indispensables, là, je le suis plus du tout». On a des copains, sur notre, marché et dans notre écosystème d'entrepreneurs, du tourisme qui ont, pris le PGE et qui ont été d'une résilience, je suis en admiration et Mmh. qui, sont encore là. OK. Mais quel courage, Oui. quel courage et c'est une décision forte qui leur a demandé, des efforts, que nous, on avait aussi à un moment plus la force et l'énergie de porter au regard de cet horizon complètement, dans le brouillard. Ouais, c'est et là, moi, tu amènes un élément qui est, très intéressant dans le mode de décision, c'est notamment quand tu es entrepreneur, c'est la volonté de porter la chose Mmh. derrière. Parce que, des fois, il y a et on voit ça souvent sur peut-être tu dois avoir aussi des retours sur ça, des start-upers qui, font exploser leur boîte, font des croissances de fou, mais au bout d'un moment, disent: «Ah moi j'en peux plus, j'arrête parce que j'arrive plus à porter» Mmh. et donc remettre les clés, souvent à des personnes, aux diverses et variées. Mmh. Donc, effectivement la santé morale et la santé, mentale, Ouais. des entrepreneurs, peuvent beaucoup jouer sur ça, et pas que entrepreneurs d'ailleurs, mais beaucoup.
Et pour autant, tu vois, donc il y a ceux qui perdurent et qui choisissent Mmh. de tenir coûte que coûte. Ma situation était la même, j'avais pas de chômage derrière. Quand tu es entrepreneur, mes droits à chômage, je les avais, grillés au début de l'aventure. Tu sors, tu es quand même à poil, en fait, hein, Ouais. donc dans les 2 sens, c'est une décision, qu'il faut assumer. Mmh. Et décider, c'est voilà, choisir fort, et assumer ce choix-là. A posteriori, je regrette pas du tout. Je referais, sur ce marché-là, les choses bien différemment, si je devais relancer un truc. Mais c'est pas ce que j'ai choisi pour après. Je suis passée de l'autre côté de la barrière, et j'ai choisi d'accompagner, les entrepreneurs, pour avoir vécu pas mal d'accompagnements, je pense tous les programmes possibles, d'accompagnement sur la place nantaise à l'époque, parce qu'on OK. était nantais, sauf Novapulse, OK. se créer en 2017, avec une proposition on vous aide à, lever des fonds, et à accélérer commercialement. Moi, j'avais déjà levé des fonds, j'avais déjà été chercher des aides financières, dilutives et non dilutives, en ouvrant le capital aussi. Hem et bah, il s'est trouvé qu'on n'était pas alignés en timing, Vous êtes et on a alignés fait un alignement plus tard. plus tard effectivement parce que et tu fais bien d'en lancer le sujet parce que je vois l'heure passer et je voulais quand même aborder un peu ce sujet. Aujourd'hui donc tu accompagnes, comme tu l'as dit, tu accompagnes des structures. Hem, j'ai envie de poser une question très, très simple, qui va peut-être paraître bête, mais comment on accompagne une structure? Et comment on accompagne des dirigeants? Eh bien, d'abord on fait connaissance. Mmh mh. On fait connaissance, et on accompagne d'abord des gens, et on se choisit mutuellement. OK. C'est hyper important, on parle, de comité de sélection et cetera, mais en fait, c'est d'abord, une rencontre, dans des événements divers et variés organisés, sur nos territoires. Nous, on opère sur les Pays de la Loire et la Bretagne, Mmh mh. avec une logique d'accélérateur. Donc on vient après les incubateurs OK. pour travailler sur, l'accélération commerciale, comment on passe des premières ventes à, une usine à vendre, Mmh. avec une vraie stratégie, une vraie méthodologie d'acquisition, une équipe, donc comment on structure l'équipe progressivement et comment on finance tout ça. D'accord. Avec un choix de levée de fonds ou d'autofinancement, mais on va chercher aussi tous les leviers de financement, non dilutifs avant d'ouvrir, son capital, si c'est un choix des fondateurs. D'accord. Hem et tout ça, ça commence vraiment par cette rencontre et est-ce que, en tant que moi, Hélène, heu, accompagnatrice, de start-up, je suis pertinente à accompagner cette équipe fondatrice-là par rapport à ces enjeux du moment? Est-ce que j'arrive trop tôt? Est-ce que j'arrive trop tard? Hem et est-ce qu'il y a un fit, en fait? Parce qu'on va passer 1 an d'accompagnement, voire plus, parce que parfois on va jusqu'à 18 mois d'accompagnement, hem, en colocation parce que, on héberge aussi, les Mmh. startups qu'on accompagne, heu, dans la plupart des cas, et c'est voilà, déjà ce vrai fit humain, et puis après cet alignement par rapport à notre proposition à nous qui est, vraiment d'accélérer fort commercialement, et il y a des valeurs personnelles et des valeurs, de l'entreprise. Est-ce qu'il y a de l'innovation derrière les projets? Parce que, c'est notre thèse, Mmh. d'accompagnement, des projets innovants. Est-ce que, il y a une vraie vision, une vraie ambition derrière qui fait que, on a envie tous ensemble, d'aller, vers cette ambition à horizon 12-18 mois et de donner les clés, dans ce temps-là ensemble pour, aller, dérouler, cette vision et cette ambition, à
à plus large échelle et dans un temps plus long. C'est effectivement moi les retours alors le problème je n'ai jamais été accompagné à ce niveau-là. Mmh. Quand j'avais ma boîte, peut-être à tort, mais c'est quand j'en discutais avec des différents entrepreneurs qui se sont fait accompagner ou qui sont accompagnés ou qui ont recherché des accompagnements, effectivement, souvent on parle d'une histoire d'humain avant, des aspects monétaires, même si ça rentre toujours en jeu, hein. Mmh. Mais il y a d'abord un aspect humain. Bah, en fait, c'est cette relation, que tu crées, entre l'équipe fondatrice et leurs accompagnateurs, hem, qui fait que, il y a une vraie écoute, de ce qui est, mis sur la table dans nos discussions, dans nos questionnements, et une vraie évolution, quand on les met en face d'experts, d'acteurs de leur écosystème, de futurs clients, de gens qui viennent challenger. Heu, on dit souvent si tu es pas en capacité d'être challengé, va pas chercher à être accompagné, parce que ça va créer des tensions, des frictions. Évidemment, comme dans une relation entre un manager et son collaborateur. Heu, cette relation, elle est au cœur de tout et elle est au cœur aussi de l'envie de nous, accompagnateurs, d'aller, nous dépasser, chercher à élargir nos réseaux pour être utiles, aux entrepreneurs qu'on accompagne, pour être utiles à leurs projets, pour être utiles à leurs équipes. On est vraiment sur cette, relation qui fait bouger, les lignes à tous les niveaux. Et comment on se place? Une question que je me suis toujours posée sur la en termes de posture, comment tu te places, limite, je ne saurais pas utiliser le bon mot, mais je te donne un exemple concret. Moi, ça m'est déjà arrivé de parler avec des soit des gens qui ont des idées d'entrepreneurs, enfin des idées, de business, soit ont un business et tout ça et d'échanger une, deux, trois fois donc Mmh. voilà, je vais pas parler d'accompagnement, c'est absolument pas le cas. Mais à un moment, j'ai toujours eu cette limite de dire: «Ah mais j'aimerais bien aller plus loin, plus le conseiller ou plus l'accompagner, mais j'ai pas envie de lui imposer mes décisions» et c'est là où comment toi tu te places? Quelle est ta vision sur la limite que tu peux avoir, sur l'influence que tu peux avoir en termes de des personnes, comment elles décident ou pas? La décision, elle appartient aux entrepreneurs. Complètement, mais comment tu ne les influences ou pas? Hem, moi, hem, j'ai pas souvent les réponses. J'ai des retours d'expérience à partager qui sont, allez, à 10-15 les miens, Mmh. mais qui deviennent obsolètes au fur et à mesure qu'on avance. Heu, mais on se base énormément sur les retours d'expérience des gens que l'on côtoie, que l'on connaît, les autres entrepreneurs sur notre plateau, les alumni, qui ont suivi le programme et qui ont quelques mois, années d'avance, sur les entrepreneurs qui sont en cours d'accompagnement. Mmh. Hem et puis tous les gens qui viennent, qui sont en poste dans des boîtes traditionnelles, des startups, des scale-up, qui viennent témoigner, de comment eux, ils fonctionnent, dans leurs, équipes, et dans leur stratégie, certains avec des casquettes de dirigeants, mais d'autres avec des casquettes, de directeurs commerciaux, de responsables acquisition, revenus, tout toutes ces personnalités qui viennent intervenir et déjeuner avec les fondateurs qu'on accompagne, pour, ben, leur donner un petit peu leurs tips et les pièges dans lesquels ils sont tombés et qu'ils peuvent leur éviter. Parce qu'en fait, nous, notre rôle, hem, il est de questionner, hem, d'avoir cet effet miroir, véritablement dans les réflexions, d'orienter vers les gens qui peuvent aider à faire les bons choix et prendre les Mmh. bonnes décisions. Hem de les mettre aussi en face de gens qui sont un peu, connaisseurs du marché, mais sous un regard différent d'investisseurs, d'acheteurs, sur d'autres secteurs d'activité, mais des gens qui viennent un peu les gratter fort,
pour que, derrière, ils puissent, adapter leurs produits, adapter leur stratégie. Nous, on vient donner des méthodologies, on vient questionner, on vient mettre en réseau, pour, les aider à aller plus vite, voire prendre des raccourcis, et grâce à ces retours d'expérience et éviter des erreurs. Mais c'est aussi grâce à ces erreurs qu'on grandit, hein, donc on essaie d'en éviter, mais on en fait quand même et c'est bien, c'est ça la réalité du projet entrepreneurial. Donc influencer, oui, mais pas, Tout. mais enfin, on influence, on aide à, grâce à cette mise en relation et cette mise en réseau, on aide à faire mieux avec des méthodologies qui sont éprouvées, données par nos experts ou les gens qui sont intervenus sur les 8 dernières années, et qu'ils auront pas l'occasion de revoir. Hem, mais on n'a pas la prétention, l'envie ou ni l'intention, de véritablement influencer. Par contre, quand régulièrement on se retrouve avec les mêmes problématiques qui reviennent et une inertie sur des sujets où on s'en est déjà parlé, on a le sentiment qu'il y a déjà des décisions qui ont été prises et qui sont pas activées. Il nous arrive aussi de taper du poing sur la table et de dire: «Ben, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'était pas une bonne décision?» Et du coup, on s'en parle même plus. Mmh. On abandonne le truc et qu'est-ce qui motive, ce changement d'orientation? Heu, mais sinon, de dire: «Attends, mais tu procrastines, il y a un moment où si tu veux aller là» et mon rôle, c'est de dire, on s'est fixé ça dans les objectifs à atteindre à 3 ou 6 mois. Hem, je suis désolée, mais tu pas avancé suffisamment pour, heu, se dire: tu vas là où tu as envie d'aller, et tu te donnes les moyens d'y aller». Et il m'est arrivé, rarement, mais il m'est arrivé de dire: «Qu'est-ce que tu fais? Maintenant tu as vraiment envie? Ou tu as envie d'arrêter, et est-ce que tu as envie de te donner ces moyens-là? Et dans ces cas-là, je t'aide». Et on se fait des points plus réguliers et on regarde là où, en fait, ça bloque. Et quelque part, là, je deviens un peu le poil à gratter, plus régulier, heu, pour me mettre en mouvement, et amorcer une pompe, notamment sur des profils qui, ont pas cette affinité, commerciale, en fait, on met des méthodes et on se dit: il y a pas de secret, hein, on appelle des clients par jour et on dit prospect, et on essaie d'avancer et on t'aide à sortir de ta coquille jusqu'à ce que ça devienne un réflexe, puis peut-être idéalement un plaisir, et puis une vraie posture. Hem Et donc parfois, on fait aussi, intervenir des coachs personnels OK. pour craquer, ces sujets-là. Parce qu'il y a hem, un alignement. On a beau, savoir avec la tête qu'il faut y aller, heu, le cœur, il dit: «Ouais, mais c'est pas trop mon truc», et du coup, le corps, il y va pas, quoi. Ouais. Voilà. OK. Mais ouais, effectivement, je vois bien la distinction, et merci d'avoir été aussi, si clair sur la partie c'est vrai que la partie influence qui est plutôt une approche personnelle, dire, «Ah moi je ferais plutôt comme ça», qui est un peu la partie, que vous faites pas en fait, si je reprends un peu les On termes. on a on n'est pas actionnaire. C'est ça? Heu, En fait, vous mettez en relation pour les aider à faire des choses. Enfin, en relation, vous donnez une méthodologie, vous faites vous faites de l'accompagnement, comme tu as pu me le dire et et je comprends bien la notion la fine limite, mais qui est mise en place pour ne pas, justement influencer, sur ces aspects-là. Je vois l'heure, donc je vais te poser une dernière question, même si je pense que je resterai bien à discuter encore, si on veut te contacter ou contacter Nova Pulse, où est-ce qu'on vous trouve? Comment on vous trouve?
On me trouve directement sur LinkedIn, c'est le premier point d'entrée. À Nantes, c'est Jean de Maupoux. Ici, c'est moi, Hélène Jaffrelot. Ici à Rennes et pour tous les projets bretons. On se retrouve sur tous les événements liés à l'innovation et au financement de l'innovation sur nos territoires. Et en fait, que l'on soit en création, en réflexion ou déjà mûr pour une accélération, en fait, on rencontre tout le monde et c'est ça qui est chouette parce qu'on voit de très beaux projets, parfois trop tôt, mais que l'on suit de loin et quand il est temps de se reparler, on se retrouve avec plaisir et déjà en relation. Et on l'a dit, c'est ça qui est le plus important, D'accord. cette relation-là. Super. Eh ben, n'hésitez pas alors. Merci beaucoup, Hélène, et à Merci très vite. François, à très vite. Merci. Merci d'avoir écouté Pourquoi. Si cet épisode t'a fait réfléchir, n'hésite pas à le partager, à t'abonner et surtout, garde en tête cette idée. Les réussites qu'on admire naissent souvent des questions qu'on ose se poser. Allez, je te dis à très vite pour de nouveaux parcours, une nouvelle voie et surtout un nouveau pourquoi. Parce que derrière chaque réussite, il y a un pourquoi.